On va démarrer cette dernière séance du colloque. Donc, c'est une table ronde autour de la des perspectives pour la recherche pour la filière PAM. Et donc, pour animer cette table ronde, on a convié Gino Boismorin. Donc, je vous dis deux mots de Gino, donc, qui est le directeur de VG-Police, qui a été directeur de VG-Police, mais maintenant directeur de VG-Police Valais. Il vous en dira peut-être deux mots rapidement, depuis 2008. 18, pas 8, 2018. Inutile de redire ici, et c'est l'occasion malgré tout, l'importance de notre appartenance, je parle de l'ITEPMAI, à ce pôle qui constitue un réel appui et un réseau pour les travaux de notre institut. Donc Gino, tu as donc cette fonction de directeur qui s'ajoute à aussi ton passé de directeur adjoint de la Chambre régionale des Pays de la Loire, qui font de toi un expert éclairé sur l'ensemble des filières agricoles et de l'écosystème économique et politique agricole. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on compte sur toi pour animer cette table ronde extrêmement importante. Ta position au sein de VG-Police fait que tu as une bonne vision de l'ensemble de la chaîne de valeur et des cultures spécialisées en particulier, une bonne connaissance de l'innovation et des innovations, et aussi des marchés, enfin de la production jusqu'au marché. Donc je ne vais pas trop m'étendre et tu vas dire deux mots sans doute de VG-Police, et puis ensuite je te laisserai animer cette table ronde et présenter les invités. Merci, bonjour à toutes et à tous. Oui, deux mots sur le pôle. Donc VG-Police Valais, comme tous les pôles de compétitivité, il est né en 2005 et sa mission principale, c'est de favoriser les échanges entre trois acteurs, les acteurs de la recherche, les acteurs entreprises et ceux de la formation et de l'enseignement, pour essayer de favoriser le développement d'innovations qui permettent de répondre à un certain nombre d'enjeux, enjeux que l'on connaît tous et que je ne vais pas commenter, mais autour des transition agroécologique, changement climatique, sécurité alimentaire, etc. Un pôle de compétitivité, sa fonction, c'est de développer de l'innovation. Et l'innovation, on a souvent tendance à la considérer comme très techno, mais au sein du pôle VG-Police Valais, nous accompagnons tous les types d'innovation. Et en quelque sorte, ce qui a été présenté tout à l'heure sur la RSE, c'est aussi une forme d'innovation dans l'organisation de l'entreprise. Donc on essaye d'accompagner les innovations qui portent sur la plante, mais aussi des innovations qui concernent l'entreprise et ses membres à travers des projets qui peuvent être de l'innovation organisationnelle, logistique, marketing, etc. Aujourd'hui, le pôle a accompagné près de 1500 projets de ses membres. Donc on a un peu plus de 670 membres répartis sur tout le territoire national. Et c'est vraiment un plaisir que de se retrouver avec ce type d'acteurs et se dire on va construire ensemble le végétal de demain. Et parmi ces acteurs, eh bien, il y a tout simplement tous ceux qui sont sur la chaîne de valeur du végétal. Et je retrouve une forme de parallèle entre cette table ronde et les membres de notre conseil d'administration, en quelque sorte. Donc, vous pourriez tous être autour de la table de VG-Police Valais. Ce n'est pas le cas, mais ça peut le devenir. Et on va essayer d'aborder ce sujet de la recherche, qui est un sujet éminemment capital pour l'avenir. Et la recherche, c'est ce qui va nous permettre de résoudre un certain nombre de problématiques. On en a vu ce matin et hier beaucoup de présentations de travaux de recherche et développement, parce qu'on sait combien la composante développement est essentielle pour essayer de faire en sorte que les travaux des recherches aillent jusqu'aux utilisateurs finaux, parce que quelque part, c'est ce qu'on attend tous. Et quand on est producteur dans une salle comme celle-ci, on attend des solutions qui fonctionnent et qui nous permettent soit de régler une difficulté, soit de gagner en compétitivité. Donc autour de cette table, j'ai le plaisir d'accueillir, nous avons le plaisir, puisque Bruno est à mes côtés, d'accueillir un représentant de la recherche que je vais qualifier d'académique, fondamentale, donc l'INRAE. Monsieur Lanoux, vous êtes le premier à ma droite, donc je vais le faire dans ce sens-là, parce qu'on ne s'est pas forcément organisé comme on l'avait imaginé, mais c'est sympathique. Ensuite, que je passe à la recherche appliquée avec Mehdi Siné, directeur de l'ACTA, qui s'est déjà présenté, puisqu'il a eu le plaisir de nous parler de l'intelligence artificielle. On a vu combien c'était un sujet qui pouvait, là aussi, répondre à des problématiques que traverse
le secteur agricole et en particulier cette filière. Ensuite, Michel Ménévrier, président de l'interprofession, et on a vu combien vous étiez attendu. Donc, on va essayer de voir, vous, quelles sont vos attentes vis-à-vis de la recherche en tant que représentant de toutes les familles professionnelles et comment vous situez la recherche aujourd'hui dans son positionnement par rapport à la filière qui nous concerne. Et puis, il n'y a pas de recherche sans moyens. Et on a le plaisir d'accueillir Marie-Bénédicte Perra, la représentante du ministère de l'Agriculture, qui pilote un certain nombre de sujets en lien avec la R&D et les moyens qu'on peut lui attribuer. Ma première question, elle s'adresse à Laurent. Donc, je ne vous présente plus Laurent, puisqu'il a été la star de ces 2 jours. Donc, Laurent, pourquoi avoir choisi ce thème pour cette table ronde de conclusion ? Pourquoi avoir choisi le thème de la recherche. De la recherche. Parce que c'est le travail de l'ITP, tout simplement. Je ne sais pas comment te répondre à ce genre de questions. En fait, l'objectif de ces rendez-vous d'Herbalia c'est d'abord de présenter un peu l'activité de l'Institut et d'essayer de répondre à des problématiques qui ont été évoquées sur ces 2 jours. On est passé de l'agroforesterie, l'agroécologie, la biodiversité, jusqu'à des problématiques technologiques, IA. Enfin, voilà, on a brossé large toutes les problématiques de demain. Je t'avoue, moi, je vais pas faire la conclusion maintenant, mais c'est pas maintenant. Non, je suis d'accord. Mais ça a été très dense et je sais pas comment les uns et les autres l'ont perçu, mais quelque part, moi, en tant qu'agriculteur, là je ne parle pas en tant que président d'institut, en tant que producteur, ça m'interroge énormément sur quel va être l'agriculteur de demain. Les fonctions de l'agriculture sont immenses, les missions, les devoirs, la responsabilité de l'agriculteur demain, elle est immense. Et du coup, c'est à travers ces rendez-vous d'Herbalia, on souhaitait aussi un peu mettre tout ça en avant, pour porter une réflexion sur la recherche à 10 ans. Eh ben, c'est formidable. Tu vois bien que les éléments de réponse, ils sont là. En fait, on a besoin d'être éclairé pour savoir vers où on va. Et ceux qui peuvent nous éclairer et nous apporter des solutions pour, relever les défis qui sont les nôtres, c'est nos amis les acteurs de la recherche. Alors, je vais commencer par vous, Monsieur Lanoux. Quel type de coopération concrète vous imaginez entre la recherche publique, les instituts techniques et puis les représentants professionnels? Alors je vais bien sûr répondre à la question, mais je vais commencer par lever un petit malentendu. C'est que les chercheurs ne savent pas apporter de solutions. Le travail des chercheurs, c'est pas d'amener des solutions, c'est d'amener des connaissances. Et en fait, entre la connaissance et la solution, il y a tout un monde. Et c'est déjà un début de réponse à votre question. Le travail du chercheur, c'est d'aller explorer là où les autres ne sont pas encore allés, de se poser des questions qui sont parfois farfelues ou inattendues. On a parfois l'impression que c'est une perte de temps, mais pourquoi ils font ça? Ils sont un peu dans leur nuage, etc. Je vais donner un exemple qui n'a rien à voir avec les questions qu'on a abordées aujourd'hui, mais il y avait un article, je crois, il y a 2 jours dans les journaux, sur l'immunologie. Donc, c'est des gens qui s'intéressent. En général, l'immunologie, c'est une science de la médecine. On s'intéresse au système immunitaire de l'homme et ensuite des animaux. Et les chercheurs qui travaillent là-dessus se sont dit, tiens, on va aller regarder, parce que maintenant, on va explorer des bases génomiques assez facilement. Ça, c'est quelque chose qu'on fait très couramment. Donc, on se pose une question, on va aller regarder les bases sur la génomique de tel ou tel organisme pour regarder, tiens, si on retrouve des choses, etc. Et ils se sont dit, tiens, si on allait voir les bases génomiques des bactéries. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais, quoi. Les gens qui travaillent sur les animaux supérieurs, donc les eucaryotes, ils ne vont jamais regarder ce qu'il y a dans les bases génétiques des bactéries. Et inversement, ça vient à l'idée de personne, en fait. Et c'est justement ça, en fait, le travail du chercheur. Le gars, il s'est dit, tiens, je vais aller voir. Il pensait trouver 1 ou 2 gènes intéressants. Puis en fait, il en a trouvé plein. Et là, il a ouvert une voie nouvelle. Et alors, il parle un peu, oui, c'est une révolution dans notre façon de concevoir les systèmes immunitaires, etc. etc. On n'aurait pas imaginé que nos systèmes immunitaires puissent descendre même des bactéries, quoi. Alors, peut-être ça va faire flop, parce qu'en recherche, ça arrive souvent, on s'emballe, puis finalement, c'est donc ça. Mais c'est ça, voilà.
C'est ça qu'on fait en fait. Et entre aller explorer, identifier des connaissances nouvelles et trouver des solutions, il y a tout un monde en fait. Et on n'est pas capable de le faire tout seul. Par contre, on a des choses à apporter. Et pour pouvoir faire ça, il faut justement travailler sur toute la chaîne entre recherche, développement et pratique. Et c'est en travaillant ensemble et en arrivant à s'articuler qu'on va aboutir à passer de ces connaissances aux solutions, ou tout simplement à s'intéresser aux problèmes des gens et à apporter les connaissances nécessaires. Très bien. Donc, premier maillon, produire de la connaissance. Ouais. Essayer de faire en sorte de transférer cette connaissance vers l'utilisateur final, en passant par votre voisin de droite, en fait, en quelque sorte. Et comment les instituts techniques s'inscrivent dans ce schéma-là, et comment, au sein de l'ACTA, vous organisez une forme de transversalité entre les différents instituts, puisque vous êtes la tête de réseau, et illustrer cette transversalité. Oui, effectivement. Donc, à l'ACTA, on rassemble, c'est pour ça qu'on a ce titre de tête de réseau, on rassemble et on coordonne le réseau des 19 instituts techniques agricoles. Alors, ils sont qualifiés, ces 19 instituts techniques agricoles, ils sont qualifiés par le ministère de l'Agriculture, d'ailleurs, qui reconnaît effectivement ce statut et ce rôle d'intérêt général, d'une part, mais aussi ce rôle qui a été fondateur dans la création des instituts techniques au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, d'apporter des solutions aux agriculteurs. Et donc là, effectivement, on revendique, là pour le coup, du côté des instituts techniques agricoles, clairement, cette mission qui nous a été confiée par les producteurs de leur apporter des solutions techniques aux problèmes qu'ils rencontrent. Et donc c'est toute la raison d'être de nos travaux. Il y a 19 instituts qui sont de tailles différentes, qui s'intéressent à des filières de tailles différentes, mais qui font tous ce travail à l'interface entre la recherche, effectivement, qui va apporter des connaissances nouvelles et des besoins des producteurs qui font face à des problèmes d'aujourd'hui. Voilà. Et aussi de demain, donc de préparer aussi à cet horizon de 10 ans, d'essayer de se projeter, d'éclairer aussi ce qui va venir sur du court terme. Notre pas de temps de travail, c'est souvent des projets à 3 à 5 ans pour apporter, via des travaux de R&D, comme ceux qui ont été présentés d'ailleurs ce matin avec les exemples qu'on a eus sur les projets du Parsada, qui sont là pour mettre en réseau des acteurs de la recherche, des instituts techniques et des acteurs du développement pour apporter quand même des solutions à des problèmes d'aujourd'hui ou en anticipation, c'est tout l'objet du plan Parsada, en anticipation de problématiques qui peuvent arriver à relativement court terme. Donc ça, c'était pour repréciser le rôle, la recherche appliquée et ce qui nous anime en tant qu'Institut technique agricole. Et plus spécifiquement à l'ACTA, effectivement, on a aussi ce rôle de coordination interfilière et d'apporter des possibilités de mutualiser ou de la transversalité, ou travailler sur des thématiques qui sont d'intérêt collectif, transfilière. Et donc, on va héberger dans des dispositifs qu'on peut piloter au sein du réseau ACTA, des dispositifs de recherche sur des thématiques qui peuvent intéresser toute une série d'instituts. Alors, j'évoquais tout à l'heure le sujet du numérique, par exemple. Le sujet du numérique, c'est un défi, l'accompagnement de la transition numérique, c'est un défi qui est totalement transversal aux filières. Et ça fait typiquement l'objet d'un programme. Chez nous, on parle de programme inter-institut. Donc, c'est un programme qui bénéficie du soutien du financement du CASDAR, en l'occurrence, qui passe par le ministère de l'Agriculture, mais qui est l'argent qui est issu du chiffre d'affaires des exploitations agricoles et qui va financer des travaux qui répondent à des problématiques terrain, mais aussi à des problématiques de politique publique, et avec une approche collective, et donc d'où tout l'intérêt d'avoir ces programmes interinstituts. Je prends l'exemple du numérique, mais il y a plein d'autres sujets. Le changement climatique en est un autre, la protection des cultures, qui rassemble aussi les instituts des filières végétales. C'est aussi des choses qu'on va travailler en transversal et en interinstitut. Très bien, merci.
Je vais me retourner vers vous, Michel Manœuvrier. En tant que président de cette nouvelle interprofession, mais aussi en tant qu'acteur, de par votre parcours professionnel de la filière, quels sont selon vous les besoins et les attentes que vous avez envie d'exprimer auprès de la recherche? Alors, on a vu tout à l'heure dans le propos introductif de M. Lanoux comme quoi l'exemple qu'il donnait, c'était plutôt une autosaisine d'un collaborateur de la recherche qui a eu envie d'aller, ou qui a eu l'audace même, d'aller dans un univers qui n'était pas celui qui était forcément totalement connu et qui s'est dit il y a peut-être des opportunités pour proposer des choses nouvelles. Vous, quelles sont vos attentes par rapport à cet univers, ce monde de la recherche, et comment vous envisagez collaborer demain avec ces acteurs-là dans le cadre de cette interprofession et puis dans le cadre de ce que vous avez vécu historiquement? Bon, dans le cadre de l'interprofession, les choses sont en train de s'organiser. Donc, moi, j'entends, j'écoute tous les problèmes et les interrogations de la filière. Notre rôle au sein de l'interprofession, ce sera de les hiérarchiser et puis d'essayer par un biais ou par un autre d'apporter des réponses. L'interprofession, ce n'est pas une panacée, hein. On ne va pas répondre à toutes les problématiques. Par contre, c'est l'âme et c'est la vie de l'interprofession d'avoir des problèmes qui sont émis par la profession. Donc, je ne suis pas maso, mais c'est bien qu'on ait des problèmes, et on sait qu'on a énormément de problèmes sur du réglementaire, notamment actuellement, mais on voit d'autres problèmes qui émergent et qui vont nous permettre à nous, ensemble, donc c'est une filière complète, d'aller essayer d'apporter des solutions et d'évoluer. Pour ce qui concerne les besoins de recherche, moi, bon, ça fait... Quand j'ai commencé à travailler, ça n'existait pas, ça. Donc c'est juste, pour ne pas vous donner des dates, mais je suis un petit peu vieux. J'ai été un des premiers stagiaires de la station de la Prussière à Chemillé, quand elle s'est implantée à Chemillé. Donc j'ai vécu la recherche dans notre filière depuis de nombreuses années. Je suis conseiller d'administration au bureau de l'Institut. J'y suis encore pour une journée. On se plaint souvent, hein, mais on est bien doté en recherche. Voilà. On a quand même des acteurs ici de recherche fondamentale, de recherche appliquée. On a un institut pour notre filière. C'est rare, ça existe quasiment pas dans d'autres pays. La Suisse est assez bien organisée, mais on voit même nos chercheurs, quand ils veulent collaborer avec d'autres centres de recherche, c'est très compliqué. Donc déjà, ça, il faut s'en satisfaire, et il faut qu'on soutienne cette organisation. La soutenir, c'est aussi, alors pas partir dans des délires. Moi, je voudrais qu'on revienne sur des fondamentaux, la génétique, la sélection, la protection des cultures, etc. Parce que moi, je suis désormais dans une autre situation au sein d'un groupe, et quand je vois ce qui est fait en France et ce qu'on a à notre disposition et ce qui nous a permis d'évoluer, c'est parfait. On parlait tout à l'heure du bilan carbone. Rien que la sélection massale sur une plante nous permettrait parfois de réduire par 2 notre bilan carbone. Parce qu'on va aller justement optimiser les process, optimiser plein de choses. Et ça n'existe pas ailleurs. Donc il faut qu'on se réjouisse de ça, qu'on continue à soutenir nos instituts quand ils font ce genre de recherche, hein, qu'on ne parte pas dans des délires de recherche, mais qu'on reste, parce que c'est... Après, je parle pas de délire négativement. Ce que fait l'INRA, c'est nécessaire. C'est pas forcément appliqué à notre quotidien, mais c'est nécessaire. Et ça, sur les compétences qu'on a, les compétences humaines, les compétences matérielles, etc., il faut qu'on continue à capitaliser et qu'on continue à soutenir. Et l'interprofession sera là, le moment opportun, quand on sera bien organisé, pour aller vers cela. Merci. Donc, dans un premier temps, c'est un lieu d'expression collective des besoins.
Et puis, dans un second temps, ça sera une façon d'accompagner cette recherche que vous qualifiez comme qualitative, parce qu'elle répond aux besoins spécifiques de votre filière. Merci. Je me retourne vers vous, Marie-Bénédicte Perrat. On a vu que dans les travaux qui ont été présentés, bon nombre d'actions bénéficient de soutien public, et en particulier ceux émanant de votre organisation. Aujourd'hui, le plan national de développement agricole et rural est en cours, mais il se termine assez bientôt. Quels sont les premiers enseignements que vous en tirez et quelles perspectives vous envisagez dans ce domaine-là ? Merci. Donc le PENDAR, un programme national de développement agricole et rural, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Pour vous expliquer un peu, c'est la colonne vertébrale, la stratégie R&D, en tout cas d'une partie des activités du ministère de l'Agriculture. Et pour vous rappeler, actuellement, il y a une programmation qui dure de 2022 à 2027. On avait 2 objectifs prioritaires et derrière des thématiques. Donc, concrètement, les 2 objectifs prioritaires, ce sont la souveraineté alimentaire et l'accompagnement des transitions. Et derrière, vous avez 9 thématiques prioritaires dans lesquelles vous allez retrouver la santé des animaux, la santé des végétaux, la création de chaînes de valeur. Enfin voilà, on va embrasser. Et donc tout ça, ça forme le PENDAR, le Programme national de développement agricole et durable, agricole et rural. Et ce programme, il est financé par son principal outil financier, c'est le CASDAR, donc une taxe qui est prélevée sur le chiffre d'affaires, qui vient financer les programmes annuels des instituts, qui vient financer les appels à projets que vous connaissez. Et puis, il est également financé par d'autres grands financements nationaux, donc toujours le PENDAR. Il a pu être financé par la planification écologique, il peut être financé par France 2030, etc. Donc, effectivement, sa programmation, elle s'arrête en 2027. Et derrière, collectivement, il faudra réfléchir aux orientations pour la programmation 2028-2033. Donc, c'est quoi les grandes thématiques à venir ? Eh bien, en fait, pour l'instant, on ne peut pas vous le dire. Par contre, pour certains d'entre vous, vous êtes très impliqués dans la construction de la suite. La première étape, c'est la première chose qu'on a fait, c'est une évaluation à mi-parcours des programmes annuels. Donc là, tous les instituts, dont l'ITEP-MAI, ont conduit cette évaluation à mi-parcours. Et on a les premières conclusions. Et puis la deuxième... Quelles sont-elles, ces premières conclusions ? Alors, en fait, en quelques mots. Elles montrent en fait, l'implication des instituts, on pourra revenir dessus, la richesse des productions. Elles montrent en fait, sur ce qu'on retient par rapport à ce qu'on ne faisait pas, la nécessité de renforcer la transversalité entre les réseaux. Alors, on est un petit peu en dehors de la question, mais le DAR, le développement agricole et rural, il est porté par 3 grands réseaux, plus, bien sûr, l'INRAE, l'administration. Les 3 grands réseaux, ce sont les instituts techniques, les chambres d'agriculture et les ONVAR. Et en fait, si Mehdi a très bien mis en évidence toute l'interaction qu'il pouvait y avoir entre l'ACTA, les différents instituts techniques qui ont souvent, parfois des questions communes qu'il faut mettre en commun. En fait, ce qu'on a vu là sur l'évaluation à mi-parcours, qui a concerné donc les 3 réseaux, c'est que ça manquait de transversalité. Donc on sait déjà que dans notre prochaine programmation, on renforcera encore les liens entre chambres, ONVAR et instituts. C'est la première chose. Après, Mehdi, vous partagez ce manque de transversalité, vous le ressentez, vous avez quelques explications. Vous vouliez réenchaîner, je vous redonne la parole aussitôt, je vous en prie. Je rendrai le micro à... Oui, il n'y a pas de souci. Oui, alors effectivement, oui, j'ai mis l'accent beaucoup parce que c'est la raison même de l'ACTA d'assurer la coordination inter-institut. Et ça n'exclut évidemment pas le fait qu'on a aussi des actions transverses avec nos grands partenaires. Alors, avec INRAE et les chambres d'agriculture, par exemple, on a un dispositif qui s'appelle la cellule recherche, innovation, transfert, qui bénéficie aussi du soutien du CASDAR dans ses activités. On a des réseaux mixtes qui permettent aussi de réunir sur certaines thématiques les grands acteurs, la coopération agricole, les zones VAR aussi. Il y a des choses qui existent, effectivement. C'est probablement une bonne idée de renforcer ces liens. Je pense personnellement que aussi dans les acteurs qu'il ne faut pas oublier, on le voit beaucoup notamment dans les projets par SADA, que les acteurs économiques, les acteurs privés, ça aussi c'est des leviers qui sont peut-être insuffisamment aujourd'hui activés. Alors, je vois le pôle de compétitivité qui clignote, mais c'est effectivement les partenariats aussi publics-privés
C'est sans doute un point qui, je pense, mériterait, enfin, c'est mon avis, d'être développé pour avoir de l'impact, parce que je pense que là aussi, on cherche tous à avoir de l'impact, et c'est ce que nous rappelle aussi évidemment le ministère de l'Agriculture régulièrement, c'est de démontrer, d'avoir de l'impact, et déjà de pouvoir le mesurer, et puis de démontrer que ce qu'on fait est utile et est important. Et je pense qu'en embarquant les acteurs du privé, ça serait encore plus fort. Encore plus fort. Je vous laisse poursuivre votre argumentaire. Merci. Donc en fait, la suite, c'était donc ce PENDAR va s'appuyer, la réflexion, elle va s'appuyer sur cette évaluation à mi-parcours. Elle s'appuie aussi sur une évaluation qu'on a confiée à un cabinet externe et dans lequel on a associé tous les partenaires du développement agricole et rural. Donc on a l'ACTA qui est représenté au comité de pilotage de l'évaluation. Et donc l'objectif, c'est de disposer de cette évaluation milieu d'année prochaine, milieu 2026, pour pouvoir ensuite écrire ensemble le PENDAR 2027-2032 ou 2028-2033. Juste à noter, c'est que en fait, c'est prévu par la loi. La rédaction du prochain PENDAR, comme la précédente, en fait, elle fait l'objet d'une consultation par le ministère avec les acteurs du DAR. Donc, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est vrai que ce n'est pas le ministère qui l'écrit. C'est vraiment dans le cadre d'une consultation avec les acteurs. Donc tout est organisé, planifié. J'en profite pour rebondir. Est-ce que vous avez des attentes, vous, au ministère, particulières vis-à-vis des instituts techniques ? Oui. Alors, effectivement, oui, bien sûr, on a des attentes particulières. En fait, c'est ce que disait Mehdi, il se situe dans la chaîne, enfin, les instituts se situent dans la chaîne entre la production de connaissances. Mais les instituts, ils sont au niveau recherche finalisée. Et on a toute une chaîne qu'on appelle ACIS, je ne veux pas vous faire peur au niveau français. Mais ces instituts techniques, c'est une particularité française. On ne le trouve pas dans tous les États membres. Il y a plein d'États membres dans lesquels vous allez avoir les instituts techniques qui sont imbriqués au sein de leur équivalent INRAE. Donc, vis-à-vis des instituts techniques, c'est cette place particulière qui fait qu'on a également des attentes particulières vis-à-vis d'eux. Donc, cette action de coordination, cette action d'être capable d'aller à la recherche finalisée, de parler en même temps avec l'amont et de parler aussi avec l'aval, donc avec les chambres, les ONVAR, en fait, les cabinets, tout ce qui va faire le conseil. On attend aussi d'eux ce rôle de mise en réseau et on attend beaucoup d'eux avec la mise en œuvre de la loi de la LOSARGA pour la mise en œuvre de grandes actions qui ont été inscrites dans la LOSARGA. Je vais vous en citer 3. Il y en a une qui concerne l'enseignement agricole, c'est l'enseignement des transitions, avec le plan enseigner à produire autrement. Et donc, en fait, on attend des instituts techniques qui s'impliquent dans des projets avec l'enseignement agricole pour former les agriculteurs de demain. On les attend sur un autre objet de la LOSARGA qui sont les experts associés. Les experts associés. Et donc, on attend que l'expertise des instituts techniques, elle serve les experts associés. Enfin, ce dispositif. Voilà, en fait, on les attend donc sur la connaissance, parce que c'est de la recherche finalisée. On les attend sur un peu le transfert et puis bien sûr sur l'innovation. Merci. Je reviens vers vous. J'ai retrouvé les PPTS. Les plans prioritaires de transition et souveraineté. Et donc, l'ACTA en a porté en lien avec les autres instituts techniques sur l'élevage, par exemple. Et donc, c'est vraiment de la coordination et c'est aussi un outil qui a été créé par la loi pour pouvoir faire des gros plans très structurants, multifilières, plusieurs années, avec plusieurs millions engagés. Voilà. Merci. Je reviens vers vous, Monsieur Lanoux, sur cette notion de co-construction de programme de recherche. Comment vous la vivez? Comment vous l'organisez au sein de votre organisation? Ouais. Alors, la co-construction avec nos partenaires, elle est pour nous essentielle, quoi. Et j'en profite pour vous remercier sur ce que vous avez dit sur la recherche, parce que on est parfois challengé, enfin, même sur notre utilité, y compris sur notre utilité fondamentalement. Et c'est vrai qu'on est parfois un peu, je ne sais plus comment vous avez dit, pas farfelu, mais délirant. Je sais pas quoi. Alors, mais par contre, c'est quelque chose qu'on revendique aussi. C'est une forme de délire rationnel, mais on le revendique absolument. Je vais donner un autre exemple, en fait, puisque j'y suis. La PCR, tout le monde connaît la PCR maintenant, donc on s'en sert pour étudier pour étudier le fonctionnement des gènes, aussi bien la police pour identifier les criminels, etc., etc. Tout le monde fait de la PCR partout. Et on arrive à faire ça parce que le principe, c'est de faire chauffer, en fait, de multiplier l'ADN à une haute température. Et pour ça, il faut une enzyme spéciale.
qui nous permet de faire la PCR. Et cette enzyme, on la connaît parce qu'autrefois, il y a un chercheur qui est allé étudier les bactéries dans les sources chaudes. Donc, en gros, il est allé patauger dans les geysers pour regarder ce qu'il y avait comme bactéries, comment elles fonctionnaient, etc. Ça n'intéressait absolument personne. C'était une perte de temps et une perte d'argent. Mais grâce à lui, on est capable de faire de la PCR aujourd'hui. C'est un peu ça aussi ce qu'on fait. Alors, je ne voudrais pas vous faire penser qu'on est tous des farfelus. Et au contraire, on est plutôt des gens sérieux. Et les chercheurs ont à cœur en fait, de s'intéresser aux problèmes, alors en l'occurrence pour nous, de l'agriculture, des filières, etc. Donc moi, je me suis occupé de mobiliser les troupes à INRAE pour répondre au plan Parsada. Et quand on va voir les gens dans les laboratoires et qu'on leur explique, alors après, il faut savoir leur parler aussi, quelque part, mais quand on leur explique qu'il y a un problème à résoudre, que les gens ont besoin de connaissances, de réponses à leurs problèmes, ils répondent toujours présent, en fait. Mais après, c'est une question d'organisation. Parce qu'il ne suffit pas de répondre présent. Il faut savoir que nous, on n'a pas les moyens de travailler. On a un salaire, on a des infrastructures, mais on n'a pas d'argent pour travailler. L'argent pour travailler, il vient des projets. Il vient du Parsada, il vient des projets ANR, des projets européens, etc. etc. Par contre, on a effectivement à cœur de résoudre les problèmes, d'être utile. On a à cœur d'être utile. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas apporteur de solutions au sens où on ne peut pas être utile tout seul. Donc ça veut dire, pour répondre à votre question, et mon truc s'est éteint, mais bon, c'est pas grave, je sais comment. Voilà. Pour répondre à votre question, ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de travailler avec les autres partenaires. Et je ne mets pas en fait la notion de transfert un petit peu du haut vers le bas, des choses comme ça, parce qu'on a autant à apprendre. C'est un cercle. Mais oui, on a autant à apprendre des problèmes que vous nous posez, qui nous interpellent en fait. Ah tiens, effectivement, comment on va résoudre le problème, ça nous fait gamberger. On a autant à apprendre de ça que vous à apprendre des connaissances qu'on peut apporter, quoi. Donc oui, c'est une sorte de cercle. En fait, ça marche dans tous les sens. Moi, je suis toujours très intéressé quand je vais sur une parcelle, que je discute avec les professionnels. Ça nous permet aussi d'avoir les pieds sur terre quand même, ce à quoi on tient. Voilà. Donc il faut qu'on ait pour ça, pour arriver à travailler ensemble, il faut qu'on ait des endroits pour le faire. Et c'est pas si fréquent. En fait, là, on est ensemble, mais on se rencontre pas tous les 4 matins non plus. Et il faut aussi qu'on ait un petit peu de temps. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais personne n'a jamais le temps. Voilà. Tout est toujours urgent. Et moi, je me souviens d'une collègue d'un institut technique, d'ailleurs, qui voulait absolument discuter d'un sujet urgent, mais elle n'avait pas le temps d'en discuter, donc il fallait qu'on résolve le problème. C'était urgent, mais on n'a pas le temps. Et 1 an après, je la revois, elle me repose le même problème en m'expliquant que c'est urgent. Je dis, mais peut-être qu'il faut qu'on se pose et qu'on en discute. Et puis, voilà. Donc il faut un peu de temps, en fait. C'est des sujets complexes. Il faut arriver à en débattre. Il faut arriver à les poser, en fait, à les partager. Sinon, on ne peut pas travailler ensemble. Donc, il faut des endroits pour se retrouver, il faut un petit peu de temps. Et récemment, je dois dire quand même qu'il y a un instrument qui a été créé et qui, à mon avis, est excellent pour faire ça, puisqu'il nous donne des moyens, un espace et du temps, c'est le Parsada. Voilà. Donc, on a eu des exemples, il y en avait un ce matin, avec le Ademar. C'est un excellent levier, un excellent outil monté par les politiques publiques, que j'en profite pour remercier, qui nous permet de travailler et de mettre la recherche au service des filières, et de travailler ensemble, recherche, développement, praticien. Donc ce que vous nous dites, c'est d'une part avoir suffisamment de temps et d'espace de liberté pour produire une connaissance dont votre propre objectif, c'est qu'elle soit utile. Elle peut être utile aujourd'hui ou peut-être demain dans les exemples que vous nous avez donnés. Donc il n'y a pas la légitimité du travail des équipes de recherche. Elle se traduit dans la capacité à ce que d'autres acteurs se saisissent de ces travaux pour amener les réponses. Et c'est des liens que vous évoquiez avec les instituts. Et puis vous avez évoqué la notion de temps. Et c'est vrai que souvent le pas de temps de la production de la connaissance, il n'est pas le même que celui de l'apport d'une solution recherchée. Alors, il faut. Ouais, alors déjà, je parlais d'espace, c'était aussi d'espace de rencontre. Oui. Il faut qu'on puisse se rencontrer. Sur le temps, on parle toujours du temps de la recherche. Oui, c'est long, il vous faut 20 ans pour. Mais ce n'est pas le problème en réalité. Les chercheurs sont parfaitement capables de mobiliser les connaissances existantes pour répondre à des problèmes. Quand on discute de problèmes avec des problèmes pratiques, en fait, des problèmes qui viennent de l'agriculture, par exemple, on ne part jamais de zéro, en fait. On ne va pas tout réinventer. Je parlais tout à l'heure de la PCR.
On ne va pas tout réinventer depuis les sources chaudes jusqu'à la PCR. Non, on mobilise des connaissances existantes. Alors, on en acquiert d'autres, évidemment, on n'a jamais tout en magasin, mais on a beaucoup de choses en magasin. Et en fait, l'art de répondre à vos questions, ce n'est pas de faire de la recherche de A jusqu'à Z, c'est de mobiliser les connaissances qu'on a à 90% sur l'étagère et de nous organiser pour travailler avec vous. Ce n'est pas tout à fait le même travail, ce n'est pas tout à fait la même façon de travailler. Donc en fait, il y a le temps de la production de la connaissance qui peut être long, oui. et puis il y a le temps de la mise à disposition de cette connaissance qui est court, pour illustrer la réactivité des équipes que vous avez dès lors qu'on leur offre un cadre pour qu'elles s'expriment à travers le projet, par exemple, Parsada, enfin les projets Parsada. D'accord. Ben, une réponse intéressante, parce que souvent, on a tendance à culpabiliser la recherche, je le sais, moi aussi je le vis, et on se dit, bon sang de bonsoir, il faut qu'on trouve une solution pour demain matin. Cette production de connaissances, elle est utile, on l'a dit, pour le milieu agricole. Est-ce que dans vos travaux, vous avez en tête, par rapport à la filière qui nous concerne aujourd'hui, des actions, des choses importantes qui sont en train de se mettre en place, que vous sentez émerger et qui vont pouvoir permettre de répondre à des enjeux que traverse la filière? Alors, je répondrai non et oui, en fait. Pas oui et non, mais non et oui. Vous êtes à peine normand, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est une réponse tout à fait sincère. En fait, il faut voir, à INRAE, on ne travaille pas sur toutes les espèces végétales. Et en plus, chez vous, le nombre d'espèces est particulièrement riche. Vous êtes une des filières, comme la filière fruits et légumes, c'est pareil, il y a beaucoup d'espèces, etc., etc. Donc on n'a pas les moyens de travailler sur toutes ces espèces. On a tendance à travailler sur un petit nombre d'espèces. C'est aussi parce que nous avons eu dans le passé des réductions de moyens. Il y a eu des reconcentrations importantes chez nous, qui fait qu'on s'est concentré. Aussi, quand on se met à explorer des génomes, des choses comme ça, des choses un peu complexes, on ne peut pas le faire sur un grand nombre d'espèces. Donc c'est vrai qu'on travaille sur un nombre relativement restreint d'espèces végétales. Après, il y a deux façons de répondre aux problèmes que vous posez, en fait. C'est de créer des liens et de créer, encore une fois, des espaces de rencontre et de collaboration. Ça peut se faire via, par exemple, les structures que vous connaissez, les UMT, les RMT, etc. Ça peut se faire aussi par des instituts techniques qui viennent positionner quelqu'un, un agent, dans un de nos laboratoires, par exemple. Ce qui, mine de rien, pour l'équivalent d'un salaire, vous donne accès à tout un laboratoire, finalement, avec des équipements, de la matière grise, etc., etc. Donc ça ouvre des portes importantes. Et ça, je dirais, quelle que soit la plante, finalement. Vous pouvez faire venir quelqu'un pour faire de la biologie moléculaire, que vous travaillez sur le blé ou le basilic, ça ne change pas grand-chose pour nous. D'accord ? Donc il y a ça. Et puis après, l'autre façon de répondre à la question, c'est ce qu'on a fait, encore une fois, pour le Parsada, des programmes transversaux. On a deux façons de répondre, en fait, au Parsada côté INRAE. C'est de participer à des projets qui sont en général portés par les filières, donc sur une ou quelques espèces précises, voilà. Et puis on collabore. Ou alors c'est des projets que nous avons montés nous-mêmes, mais qui sont transversaux à toutes les filières. Et le marché que nous avons conclu avec le ministère, avec la DGAL, c'est on va faire des programmes transversaux, tout simplement parce que sinon il aurait fallu faire des projets filière par filière, on se serait démultiplié, on n'y serait juste pas arrivé. Et puis on aurait encore une fois travaillé avec les grandes filières en oubliant les petites à tous les coups. Donc on a dit non, on ne va pas faire ça, on va faire des projets transversaux et on s'engage à répondre à tout le monde, c'est-à-dire à faire des recherches qui vont intéresser tout le monde. Donc par exemple, le projet qu'on a monté sur les adventices inclut les plantes à parfum aromatiques. Ce qui n'était pas forcément une évidence au départ. Les gens qui travaillent sur l'adventice chez nous, ils sont plutôt grande culture. Donc là, on a développé un projet en s'engageant à répondre à tout le monde, la vigne, les pommes, etc., etc. Et on a fait pareil pour les autres projets transversaux. Donc voilà, c'est notre façon de répondre à votre question. D'accord. Je me retourne vers vous, M. Siné. Vous avez évoqué la transversalité entre les instituts, on a évoqué la transversalité entre trois types d'organisations qui s'est souhaitée. Moi, j'aimerais avoir votre témoignage sur ce que nous, on observe en tant que pôle, c'est la transversalité intersectorielle, puisqu'on voit beaucoup d'innovations émerger d'autres secteurs d'activité. Alors, vous l'avez illustré avec l'IA, on l'a vu avec la GTEC, mais comment vous travaillez avec les autres univers sectoriels ? Sans doute insuffisamment, ça c'est vrai. Mais si je tire effectivement le fil du numérique, là, on l'a vu aussi avec les autres interventions qu'il y a pu y avoir ce matin, avec
voilà, la personne qui présentait ce qu'on peut faire aujourd'hui avec des drones, avec la télédétection, on voit que ce type de technologie se développe pas forcément, je pense, par l'agriculture qui va tirer en premier et permettre des modèles économiques et la construction d'outillage et de technologies et d'une chaîne industrialisée d'innovation qui va pourtant, in fine, faire bénéficier aussi l'agriculture. Et donc, voilà, le numérique, nous, à l'ACTA, c'est un sujet important. On a un programme interinstitut sur ce sujet-là, je le disais aussi. Ça permet aux plus petits instituts aussi, alors je mets l'ITEPMAI dans la famille des plus petits instituts par rapport à d'autres instituts qui sont beaucoup plus gros, de bénéficier aussi d'innovations qui vont être tirées par des plus gros marchés. Voilà. Donc je ne sais pas si je réponds bien à l'intersectoriel, mais en tout cas, là, on voit que les innovations, elles vont être tirées par la défense, elles vont être tirées par le monde médical et l'imagerie, voilà, l'aéronautique, la santé, d'où peut sortir beaucoup d'innovations qui vont arriver vers le secteur agricole, parce que justement, on a cette capacité, je pense, au moins au niveau des instituts et puis des acteurs plutôt du développement, de faire émerger les besoins, d'où cette boucle et pas cette vision de l'innovation qui va que dans un seul sens. C'est important aussi de faire remonter les besoins et de regarder ce qui se fait en termes d'innovation aussi sur le terrain pour répondre à des questions qui soient concrètes, pratiques et des solutions qui soient utiles. Alors on disait à mon époque utile, utilisable et utilisé, c'est ce qu'on voudrait. Les 3 U. Les 3 U, et c'est ce qu'on voudrait effectivement à chaque fois atteindre dans tous les projets. Et pour être utile, utilisable et utilisé, il faut aussi ne pas s'interdire d'aller regarder dans d'autres secteurs ce qui se fait en termes d'innovation technique, puisqu'on est dans le champ technique. De notre côté, il y a plein d'innovations techniques qui peuvent se faire dans d'autres secteurs. Et le numérique, la robotique, l'intelligence artificielle, en est plein d'exemples. Oui, et vous l'avez évoqué, la structuration de la recherche dans le milieu agricole, enfin recherche-développement, permet que le tissu agricole soit un secteur applicatif en termes de marché pour ses apporteurs de solutions. Et ça, c'est intéressant. Je reviens vers vous, Madame Perra, par rapport à la filière spécifiquement plantes aromatiques et médicinales. Comment vous voyez votre intervention, l'articulation avec le sujet de l'innovation et tout simplement les attentes de cette grande famille professionnelle? Pour le ministère, en fait, ça a beau être une petite filière, enfin des petites filières, elles ont su bien s'organiser, puisqu'aujourd'hui, elles ont un institut technique qui est reconnu, qui est agréé. Et c'est pas rien, en fait, hein, l'agrément, c'est vraiment une reconnaissance par le code rural de compétences, d'indépendance, d'efficacité, etc. Ce qu'on attend beaucoup de ces instituts, c'est aussi d'apporter, en termes de valorisation, beaucoup de références technico-économiques à construire avec les partenaires. Et puis, en fait, on est aussi un peu comblé par cet institut, parce que quand on fait le bilan de tout ce qu'il a réussi à lever ces dernières années, en fait, il est énormément présent sur le Parsada, même si tous les projets n'ont pas été acceptés. Si vous regardez, vous avez près de 16 millions d'euros du Parsada qui sont consacrés à ces filières. Je ne vais pas vous faire de litanie de chiffres, mais on a le programme annuel, on a les succès aux appels à projets. Donc, en fait, pour nous, ça montre en fait qu'une bonne organisation avec une stratégie permet vraiment de porter au même titre que des très gros instituts ou des très grandes cultures les problématiques de la filière. Donc, voilà. Merci. Je vais me retourner parce que j'ai vu que l'heure avançait. Je te regardais droit dans les yeux. Je n'avais pas de gros yeux, mais j'ai regardé la pendule et là, je me dis on est rattrapé par le temps. Je vais passer la parole à Laurent. Donc peut-être pour nous dire, au regard des échanges qu'il y a eu tout au cours de ces 2 journées, et puis en particulier évidemment ceux qu'on a à l'instant, qu'est-ce que tu en retiens? Quels enseignements pour quelque part à la fois sans doute te réjouir de ce qui vient d'être dit sur le rôle de l'Institut, sa réussite, mais aussi d'être assuré parce que
l'avenir, il est devant toi en termes de président d'institut. Je me permets le tu parce que, en fait, ça fait tellement longtemps que c'est un peu difficile de maintenir le vous. Et voilà. Qu'est-ce que toi, tu en retires et comment tu te projettes dans, j'ai envie de dire, l'Institut 2035 ? Alors, exercice difficile. Je vais d'abord peut-être rebondir un peu sur tous les commentaires qui ont été faits et redire que l'Institut, effectivement, il n'est pas là par hasard. C'est l'histoire de toute une filière, effectivement, petite filière, mais qui s'est vraiment battue pour, Michel l'a rappelé, qui s'est battue pour créer cet Institut. Pourquoi ? Parce que on a quand même quelques particularités. On est multi-espèces, on est multi-usages. Et pour rentrer dans les cases d'un autre institut, c'était franchement trop compliqué. Il fallait vraiment qu'on ait notre propre institut. Je dirais la transversalité, il y en a aussi. Pourquoi ? Parce que même si on coche peut-être pas toutes les cases, mais je pense qu'on en coche quand même quelques-unes, dans le sens où justement le fait d'être très diversifié, on est dans les partenariats ou dans les programmes des actions avec d'autres instituts, dans l'élevage, dans la vigne. Enfin, il y a des programmes commun. Donc ça met en évidence l'intérêt de ces plantes dans le domaine de la santé humaine, animale, végétale. Donc il y a vraiment énormément, il y a un champ des possibles qui est énorme. Donc ça, c'est vraiment important. Ce que je voudrais dire aussi, c'est sur l'histoire de l'Institut, c'est que s'il en est là aujourd'hui, c'est grâce à ses adhérents, en fait. C'est-à-dire que on a construit l'Institut avec le concours des adhérents. Le travail de programmation et les thèmes qui sont abordés et travaillés ont toujours été demandés par les adhérents. Et pour moi, c'est la force vive de l'Institut aujourd'hui. Et pour faire du coup le lien avec les perspectives de demain, en fait, on ne l'a peut-être pas dit comme ça, mais nous, les rendez-vous d'Herbalia, c'était pour nous un point de départ d'une réflexion qu'on veut justement engager avec le conseil d'administration. On l'a encore évoqué lundi soir en CA. On veut s'engager justement sur le fait d'être dans vous l'avez vécu sur le Parsada, on a un peu de lisibilité sur un travail conséquent à faire et une forme de stabilité avec ces financements qui sont effectivement assez inédits, on le reconnaît, et on vous en remercie. Mais ça nous laisse du coup... Enfin, voilà, on ne veut pas en rester là, on veut justement en profiter pour se poser et prendre le temps d'essayer de voir quelle recherche on aura besoin demain, dans 5 ans, dans 10 ans, et quels vont être les thèmes importants à mettre sur la table. Et les rendez-vous d'Herbalia, c'était pour nous c'est une forme de rampe de lancement. On a évoqué plein de sujets, je l'ai redit tout à l'heure, l'agroforesterie, l'agroécologie, plein de thèmes autour de la biodiversité, des thèmes autour très technologiques et très scientifiques. Donc les sujets sont vastes. Voilà. Maintenant, il faut qu'on se mette autour de la table. On va encore vous interpeller, vous les adhérents, pour que vous nous disiez ce qui vous semble important dans la recherche demain. Il y a de la connaissance effectivement qui est produite par des organismes comme l'INRA. L'Institut est là plutôt pour mettre en application toutes ces connaissances et essayer de les formaliser pour qu'elles soient applicables dans nos exploitations. Et j'ai bien entendu quand même dans les questions, et j'aurais pu la poser moi-même, le côté économique dans les entreprises. Voilà, il y a une harmonie à trouver entre tout ça, un équilibre à trouver entre tout ça, et effectivement, la recherche, elle doit être appliquée. La recherche appliquée, elle doit être à l'écoute de ses adhérents, à l'écoute des problématiques des producteurs pour apporter des solutions viables. C'est très compliqué. Je le redis encore une fois, le métier de l'agriculteur, il est très complexe. Quelque part, moi c'est pareil, je suis un peu comme Michel, j'arrive un peu au bout de ma carrière, mais c'est pas moi demain qui va sans doute utiliser des robots ou des machines très très modernes. N'empêche que c'est demain, c'est là, ça arrive. Donc il faut être prêt, il faut imaginer les exploitations de demain. Philippe tout à l'heure a parlé d'agriculture robotisée. Ça fait peur, une agriculture robotisée.
Il faut, dans cet agriculteur robotisé, garder l'humain et le rapport à la terre. C'est tout cet équilibre qu'il faut arriver à préserver. Voilà, je ne veux pas en dire plus que ça. Le travail reste à faire. On a une feuille de route à imaginer. Allons-y. Donc il n'y a plus qu'à construire. Merci pour ces propos. Peut-être avant de rendre le micro à Bruno pour conclure cette table ronde, moi je voudrais d'abord évidemment remercier l'Institut de m'avoir convié. Et moi qui suis un observateur relativement ancien de l'Institut, moi j'aurais envie de dire que je le trouve comme une structure qui veille à l'équilibre entre audace, performance et robustesse. Audace parce qu'effectivement vous osez aller sur un certain nombre de territoires nouveaux, de domaines nouveaux. Performance parce que vous avez le souci de produire des choses qui sont efficaces par rapport aux demandes de vos membres, effectivement. Et robustesse parce que vous vous inscrivez dans le long terme. Voilà. Merci à toi Bruno et on peut applaudir l'ensemble de nos participants.